Bonjour, merci d'être au rendez-vous de l'actualité revue et corrigée. Bienvenue à toutes et à tous. Pour commenter cette actu cette semaine, nous avons Béatrice Delvaux, éditorialiste au Soir, François de Smet, qui est philosophe, Christophe de Borsu, mon ex-collègue au JT et du Projet X. Quel plaisir. Alors, Christophe va sortir un nouveau bouquin qui s'appelle Dark. Bonjour, ça sort dans un mois. Uniquement en néerlandais. Hein. Uniquement enfin, en on a des spectateurs non. néerlandophones et beaucoup qui parlent néerlandais et qui sont du côté francophone. Exactement, voilà. Qui nous regardent évidemment ce matin, qui sont contents de voir votre bouille ce dimanche matin. Pierre Kroll, comme chaque semaine, on a un beau menu dans cette émission, notamment le débat tout à l'heure sur les petits partis apporteront-ils, oui ou non, de l'oxygène et au débat et à la démocratie. On verra ça. On aura un face-à-face entre Monsieur Lallieu et Madame Lallieu et Monsieur Dedecker. Je vais faire le Monsieur et Madame ont un fils. C'est évidemment le nom de l'enfant qui sera au cœur de ce face-à-face. Quant à nous, on commence immédiatement en zapping décalé avec Kevin Deroux. Dedans, il y aura du Louis Michel en réplique au Karcher social de Laurette Onkelings, mais aussi une Joël Miquet fort fâchée. Ne zappez pas, nous on s'en charge. Ça marche pas? Voilà, vraiment près de la bouche. Ah voilà. Je ne vais pas l'avaler. Hein. Non, je ne te demande pas ça. Allez, on est dans la période du carnaval. Monsieur Louis, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je ne demande pas qu'il écoute, simplement qu'il se taise. Apparemment, vous êtes venu déjà avec votre Karcher. Je ne sais pas s'il va venir ici. C'est un peu comme si moi je disais, ce que je crois d'ailleurs du reste, hein, avec le PS, ce sera le bain de sang fiscal. Ou si je parlais de Karcher fiscal. Moi je n'utilise pas des expressions comme ça. Quand même. Non, je dis, c'est comme si je disais ça, je ne le dis pas moi, mais je pourrais le dire. Merci, c'était bien. Aujourd'hui, c'était bien. Bon, je pense que ce qui serait bien, c'est que M. Renders fasse un jour un petit tour dans le monde de la courtoisie et de l'élégance. La Wallonie, en un mot, la chaleur humaine. Non, je ne pense pas qu'il n'y ait eu de carence, je pense qu'il y ait effectivement... On l'a refait. Une société qui... Dans mon rapport, je demande... Je rappelle là. Ah, sans équivoque, nous sommes à Braine-l'Alleud. Oui, c'est tout, je crois qu'on a tout dit. Hein. Ouais. Alors c'est évidemment un téléphone de journaliste qui sonnait pendant les interviews et c'est une vieille tactique ça en politique, de dire vous ne m'entendrez jamais dire ceci et de le dire évidemment. Christophe, on a déjà entendu ça 10 fois. Je ne réponds pas, effectivement. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Une vieille tactique de le dire. Et Joël Miquet très très fâché. Et pourquoi? Parce que Didier Reynders avait dit qu'il faudrait bien que Mme Miquet vienne faire un tour en Flandre pour savoir quelle était la réalité des entreprises en Flandre. Elle a répliqué très sèchement, Béatrice. Oui, il y a quelques répliques qui sont dignes de spectacle. Je trouve que la réplique de Mme Miquet est très bien parce qu'elle remet la chose à son niveau. Non, elle était très drôle, cette réplique, je l'aimais beaucoup. C'est une belle tactique de prendre le début de la phrase. Oui. Monsieur Machin ferait bien de venir faire un tour pour évidemment lui renvoyer en boomerang. Donc ça nous promet une belle campagne. Mais il y avait trop de Laurent Louis dans cette séance. Mais néanmoins, c'est chaque semaine de Laurent Louis. Oh, justement, mais il faut l'oublier. Voilà, je propose. On l'a choisi quand même en disant que l'essentiel c'était qu'il, non pas qu'il écoute, mais qu'il se taise. Et mais ça, je dois dire que le Premier ministre, avec ses pandas et celle-là, du repos est malin. C'est la campagne. Le MR notamment fait ses propositions, notamment sur le plan fiscal. Vous avez entendu qu'ils font sans arrêt appel à la Cour des comptes pour venir vérifier la pertinence des chiffres. Écoutez, deux responsables du MR. Nous sommes prêts à soumettre à la Cour des comptes, à un organisme indépendant, quel qu'il soit, l'analyse de l'ensemble des mesures que nous proposons. Tout le programme du MR, nous sommes le premier parti à dire cela, nous sommes prêts à le soumettre à la Banque nationale, à la Cour des comptes, si tous les partis font pareil, afin d'objectiver les chiffres, d'objectiver les implications financières et d'objectiver les conséquences en termes de création d'emplois. Alors depuis, le CDH lui aussi a déclaré vouloir soumettre son programme à l'objectivation de la Cour des comptes, sauf que légalement ce n'est pas possible. Il n'y a donc aucun risque de faire une affirmation comme celle-là. C'est un peu une affirmation gratuite, puisqu'il faudrait une loi pour que la Cour des comptes vienne étudier les propositions. Mais aux Pays-Bas, il y a un système officiel qui valide un peu, c'est une espèce de bureau du plan qui valide les programmes. Donc je trouve qu'ici, plutôt que de le dire en campagne comme un argument de campagne, il ferait mieux de le décider avant. Pour qu'on le fasse. Bah oui, voilà. Et on est demandeur en Flandre, Christophe, de ça?
Oui, tout à fait, puisque effectivement, ça vient des Pays-Bas, ça fait au moins 20 ans qu'ils le font, et tous les partis, de toute façon, actuellement, sont vraiment en train de dire on fait des programmes extrêmement chiffrés. Le CDH l'a fait, mais le CDNV vient de sortir son programme avant-hier. C'est extrêmement détaillé, et je trouve que c'est très positif. Avant même qu'il y ait ça, ceci dit, ce serait une très très bonne évolution. On est vraiment maintenant dans des campagnes beaucoup plus sérieuses. Je me souviens des années 90 où j'avais fait un débat où j'ai demandé à un parti très sérieux, pourtant, d'objectiver ses dépenses. C'était n'importe quoi. Il y a des professeurs d'UNIF qui le font aussi. Ils savent qu'il y a 2-3 profs qui les regardent. On avait vu André de Coster, le prof de la KUL, sur le programme NVA. Très vite, il était sorti en disant qu'il y avait des propositions qui ne tenaient pas la route. Donc il y a quand même, heureusement, des gens indépendants qui font ça. Et il faut aller plus loin. Il faudrait qu'une autorité indépendante qui est financée par l'État, mais indépendamment, vienne dire dans les programmes des élections, ça c'est faisable, ça c'est n'importe quoi. Ce serait mieux, effectivement. On est dans une mode du fact-checking, pour prendre le nom d'une précédente rubrique ici même. Alors là, il se trompe en mentionnant la Cour des comptes, mais on pourrait imaginer qu'un consortium d'universités, que le CRISP, il y a plein de gens le bureau du plan, serait capable d'avoir un rendez-vous institutionnalisé, genre sans rire, on compare les programmes des partis, parce que pour l'instant, ils nous en mettent tous plein la vue en termes de milliards et de projets. Certaines choses sont réalisables, d'autres pas. Et je trouve que ça permet aussi de désensibiliser un tout petit peu le côté charisme, personnalité et grande gueule et petites phrases qu'on vient de voir, et de faire un peu plus de choix sur des programmes. Oui, et de comparer. Voilà, la peur du gendarme. Sauf qu'ici, quand on le dit, il n'y a aucune chance de se faire flasher, puisque pour le moment, la Cour des comptes ne peut pas flasher les programmes et les promesses un peu trop enthousiastes ou optimistes des partis politiques. On va passer à un des thèmes qui a animé les discussions familiales cette semaine. C'est le projet de loi voté en commission pour les noms de famille. Il autorise les parents de choisir ou le nom du père ou celui de la mère, ou les deux dans un sens ou dans l'autre. Certains ne sont pas tout à fait satisfaits, disent que ça ne répond pas à un vrai besoin et qu'il y a un risque pour la recherche en généalogie. On écoute. Ce besoin est extrêmement faible. En France, par exemple, où ce choix existe depuis quelques années, il y a extrêmement peu de personnes qui ont opté pour le choix du nom de la mère. Paris Danse. Goffin. Il est certain que ce choix offert aux ménages de choisir un nom plutôt qu'un autre va provoquer une certaine raréfaction des noms. Les noms les plus courants vont disparaître au profit des noms les plus prestigieux. Et Léa, comment va-t-elle s'appeler? Léa Goffin. Remarquons donc on a pris le nom le plus courant et pas Paris Danse. D'ailleurs, bonjour à la petite Léa. Est-ce qu'il va y avoir de la zizanie dans les familles? Est-ce que cette loi, alors que la Belgique est en retard sur un tas de pays européens, ça se fait en Espagne, c'est possible en France, en Équateur, c'est une longue tradition, on va bien plus loin là, ça pose problème dans les familles, à votre avis? Moi, je suis partagé. D'une part, on octroie un droit, une liberté en plus, donc a priori, chacun fera ce qu'il veut, pourquoi pas. Mais quand on octroie un droit en plus, on octroie aussi une source d'angoisse et de conflit. C'est-à-dire que désormais, quand on choisira un seul nom, il y aura toujours l'ombre du rapport de force possible. Il y a toujours un des deux parents qui pourra se dire « Oui, j'aurais peut-être dû me battre un peu plus pour faire passer mon nom. » J'aurais dit... Une question qui ne se pose pas maintenant parce qu'il y a l'obligation légale. Mais je trouve ça pas mal, mais je suis aussi... j'ai lu ça dans le Soir, d'un point de vue psychanalytique et anthropologique, qui expliquait qu'on a peut-être tort de voir ça sur l'angle égalité homme-femme, parce que la patrilinéarité est une sorte de compensation symbolique. Donc il ne faut pas confondre égalité et répartition des rôles. Voilà, la femme porte son nom. Et c'est une manière de ramener la triangulation, de ramener que le père soit bel et bien lié à l'enfant. Et donc, voilà, c'est intéressant. L'égalité homme-femme. Je vais dire un peu la même chose que lui autrement. Je pense qu'il y a même un argument féministe, parce que ce débat est un piège, évidemment. On ne peut pas, surtout nous les hommes, venir dire « Oh, pourquoi changer ça ?» Tout de suite, on a l'air de vouloir le maintien de ce patriarcat qui existerait depuis Donc, c'est pas une remise en cause. C'est pas une remise en cause du patriarcat, de la société patriarcale. La raison de cette habitude, on va dire, qui est devenue la règle de donner le nom du père à l'enfant, c'est pas seulement qu'une compensation psychologique, c'est une... Vous savez, la mère, elle est enceinte, ça se voit dans le village, on sait qu'elle accouche d'un enfant, mais il est de qui cet enfant? Voilà, on ne sait pas de qui. Alors on l'appelle, les premiers noms de famille, c'est ça, c'est fils de Joseph, on dit toujours en arabe, Ben Ali, Ben Yosef, on dit Stefanski, Stefanska en Pologne, c'est le fils de Stéphane, le fils de... Et puis après, pour l'identité de la personne, on va dire le gros, le grand, etc. Vous noterez que la plupart des noms de famille, après, sont d'ailleurs des attributs physiques et tout de la personne elle-même. Puis après, ça devient le fils de le grand, le gros. Donc on veut chaque fois dire, cette femme, elle a accouché d'un enfant qui est d'un
tel. Et où je dis que c'est un argument féministe peut-être de maintenir ça, c'est qu'on parle assez aujourd'hui de la fuite et de la disparition des pères devant leurs responsabilités. Donner le nom de l'enfant, donner le nom du père à l'enfant, c'est quand même rappeler que cet enfant, il est le fils de machin et qu'il doit le rester. Et on va avoir des pères qui vont disparaître, mais alors totalement dès la première génération. Et pour les grands-parents aussi. Pas. Alors en Flandre, ça résiste un petit peu du côté des CDNV, Christophe, ça n'a pas l'air de plaire beaucoup. Oui. Or, il y a une contrainte. L'Europe nous impose de revoir cette législation sur les noms. Oui, c'est ça, mais c'est le moment surtout qui est vraiment mal choisi, hein, parce qu'un seul sondage pour l'instant, c'est parmi les lecteurs du Gazette van Antwerpen, c'est pas représentatif, enfin 90% contre, on voit bien, j'habite en Flandre la moitié du temps, qu'il n'y a vraiment pas d'adhésion à cela, et c'est vraiment un cadeau pour la NVA, on peut le voir en tout cas comme cela, puisque la NVA est contre, le CDNV est en train d'hésiter maintenant, c'est vrai, mais la NVA est contre, et donc à partir de là, les gens se disent, mais enfin, à quoi jouent-ils ces gens du fédéral en qui on se reconnaît déjà moins que ce qu'il y a le cas en Wallonie, et donc fatalement, ça ne peut que faire les affaires du Parti nationaliste flamand. Et l'argument, pour terminer, l'argument politique de l'égalité homme-femme, est-ce qu'on n'a pas d'autres choses sur lesquelles on doit intervenir? La mixité en entreprise, dans les conseils d'administration, sur le temps partiel, que se préoccuper de ça maintenant? C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît un peu, on se dit, il y a des grosses préoccupations économiques et on arrive avec un changement de nom qui complexifie tout. 15 ans de parcours parlementaire, oui, c'est juste, voilà, ça tombe maintenant. Je trouve que politiquement, sans doute que les gens doivent se dire, mais enfin, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire que ça? Par ailleurs, on gomme alors tout ce qui a quand même été, on a tenté de faire des choses. Je veux dire, je rappelle, on a une patronne de Belgacom, je sais qu'elle porte beaucoup d'emblèmes sur sa tête, mais il y a une série de choses qui sont faites aujourd'hui pour cette égalité. Moi, je dirais simplement que, bon, je trouve que là-dessus, c'est compliqué, c'est de non, on se dit, bah, tiens, finalement, on a toujours vécu pour ça, pourquoi pas. C'est quand même intéressant de voir quand même la réaction des hommes quand on leur dit qu'on va le changer. Parce que ça tient plus. Ils y tiennent plus que ce qu'ils ne disent qu'ils y tiennent. Et alors, je dis, c'est pas seulement les pères qui y tiennent, c'est aussi les grands-pères. C'est-à-dire qu'il y a pour certains une vocation de dire, j'ai un fils et il porte mon nom et donc la lignée est assurée. Et si je peux me permettre, dans certaines familles recomposées, il y a des beaux-pères qui aimeraient peut-être aussi avoir un engagement plus fort. Par certains adoptent des enfants, ne peuvent pas donner leur Baudouin, c'est que, alors je ne dis pas que celui-ci est un bon symbole, mais c'est qu'il y a des choses utilitaires qu'il faut changer, comme les temps partiels, etc. Mais qu'il y a des choses symboliques qui parfois ont plus d'importance pour la façon dont on regarde l'égalité que les choses précises, ou en tout cas en ont autant. Et ici, on est dans le domaine du symbole, et je dis simplement que le symbole est moins anodin que ce que certains voudraient faire croire. Et le symbole est peut-être plus égalitaire que ce que ça va devenir, c'est ça que je veux dire. Mais je dis pas... Offrir des libertés supplémentaires ne m'a jamais gêné. Moi, je voudrais juste dire ceux qui vont être vraiment contents, parce qu'on dit la disparition des noms les plus communs, c'est surtout la disparition des noms ridicules. Il y a des gens qui, depuis 10 générations, s'appellent ma couille. En une génération, ils vont pouvoir enlever ça. Ils vont évidemment proposer le nom de leur épouse, si elle ne s'appelle pas encore pire. Mais... Par contre, chez nous, il y a quelqu'un qui a joué avec ça, parce qu'il y a parfois des associations non, monsieur et madame ont un fils, comment vont-ils l'appeler? Dans le sérail politique, c'est Kevin Dereau qui a été chercher quelques noms politiques et qui les a accouplés. Voilà qui ne fera pas rire tout le monde sur le dernier nom, Louis Michel, qu'on salue, qui regarde certainement cette émission. On va passer... Le plus choquant, c'est quand même que 28% des femmes jouent avec les enfants et seulement 11% des hommes. 58% des femmes font la cuisine, 17% des hommes. C'est ça qu'il faut changer. Ça, c'est la priorité. C'est changer le comportement et l'égalité de la société entre les hommes et les femmes. Vous avez raison de le rappeler. La campagne, c'est maintenant. Le PS... un petit peu difficile dans les sondages, talonné sur sa gauche par le PTB. C'était le moment, cette semaine, de remettre à plat la stratégie du PS. Vous avez fait un dessin qu'on va regarder, Pierre, qui est fort intéressant et qui a été commenté au bureau du parti lui-même. Paul Magnette demande d'accélérer un peu la campagne et Elio répond, c'est vrai que je ne vais pas parler de panda et montrer mon dos en permanence lors de cette campagne. C'est clair que je ne vais pas tenir 2 mois torse nu à caresser des ours. Voilà. Pierre, pourquoi ce dessin? Et c'est vrai que ça patine un peu du côté du Parti socialiste? Parce que j'ai eu vent de ce qui s'est passé à cette réunion. Il semblerait que ça soit à peu près ça qui s'est passé. Voilà, que Paul Magnette aurait dit à Elio, c'est bien beau de faire tout ça, mais il y a une campagne de terrain qu'il faudrait lancer le plus vite possible et peut-être qu'il faudrait qu'il descende dans la rue, ce que je ne suis pas sûr qu'il fera vraiment. Mais enfin, je veux dire, il s'occupera
pas nécessairement de cet aspect-là de la campagne de terrain, mais continuera sans doute une campagne de Premier ministre. Je suppose qu'ils vont mettre les deux fers au feu, quoi, je pense. Oui, Jean-Pascal Laby, qui a lui porté la réforme, notamment des salaires des grands patrons des entreprises publiques, lui, il ne se présente pas aux élections, c'est-à-dire qu'il tient propre parole. Il avait dit « je ferai un mandat technique, après je retournerai aux mutualités socialistes ». Mais est-ce que ça veut dire qu'il va mobiliser tous les militants, comme il l'a promis, mutualité, FGTB, donc les syndicats et les trois piliers de la société, pour aider le PS? Est-ce qu'on va voir des pubs de la mutualité socialiste appelant à voter PS? Pas que les militants, le pognon des mutuelles. Oui. Ça pose quand même une petite question. Ça nous rappelle qu'on est dans un monde de piliers, alors que les piliers avaient tendance un petit peu à s'effacer. Et quand même, les piliers, les syndicats, les mutuelles, c'est à la fois des organismes qui font des prestations pour la collectivité, ils payent des indemnités, ils donnent des indemnités de chômage, et qui sont des organes politiques militants. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays où c'est aussi flagrant, et tous les partis n'ont pas leur mutuelle et n'ont pas leur syndicat. Est-ce que ça veut dire quand Jean-Pascal Laby dit « je ne suis pas candidat », il va dire « je suis l'arme secrète de la campagne du PS ». Il l'a déjà été, parce que à l'époque, c'était apparu un peu de façon plus discrète. Il ne l'avait pas déclaré avant de le faire, mais rappelez-vous, une autre période où Di Rupo et le PS étaient très en difficulté, et les mutualités socialistes, dans la dernière ligne droite des élections, alors que le PS était très mal, et vraiment Di Rupo en particulier, ont commencé notamment à acheter des pages dans les journaux, à rappeler à quel point être socialiste, c'est la mutuelle, c'est la sécurité sociale, et ça a marché. D'ailleurs, je me rappelle toujours, Jean-Michel Javot a toujours dit, quand il voyait Laby ensuite, il lui disait « toi, tu m'as coûté 5%. » Parce que on mettait les écolos, je crois, à 20%, ils en ont fait 15%. Et Javot a toujours dit que c'était la force des mutuelles et alors le fait que les socialistes étaient retournés sur les marchés. Aujourd'hui, il annonce la couleur parce qu'il est obligé de le faire. Il dit finalement, moi, je ne serai pas sur une liste, mais je vais quand même faire les élections et je vais faire l'élection dans ce qu'il appelle l'action commune. Il faut reconnaître que l'action commune, c'est là où il y a beaucoup de désistements pour l'instant, puisqu'on voit bien que le PTB rallie sur les syndicalistes, etc. La gauche profonde, qui est un petit peu déçue de la manière dont le PS s'est comporté au gouvernement, notamment les mesures sur les allocations de chômage et d'insertion, et que Pascal Laby est très très populaire dans ces milieux-là. Il se dit, il paraît que Thierry Baudson lui dit qu'il a 90% d'adhérents, parce qu'il représente encore, alors que beaucoup de socialistes sont un peu marqués par leur exercice du pouvoir, lui vient comme un symbole rouge. Et il n'y en a plus beaucoup des purs rouges. Est-ce qu'il sera plus fort à cette place-là qu'ailleurs sur une liste, Christophe ? Oui, je trouve que Béatrice a très très bien dit. Je vais refaire un petit peu mon rôle de journaliste semi-flamand en disant que du côté flamand, en tout cas, on a un sentiment très partagé par rapport à M. Laby, qui est celui qui a éliminé Johnny Theiss, qui est quand même l'homme qui a vraiment redressé la poste, un flamand emblématique en quelque sorte. Donc là, c'était vraiment l'image d'un PS très dogmatique que Jean-Pascal Laby donnait du côté flamand. Et donc les Flamands, à ce niveau-là, vont être sans doute contents qu'ils partent. Et pour le PS, c'est peut-être bien de ne plus avoir quelqu'un dans leur rang qui représente tellement ce côté doctrinaire et un peu borné. Je me base ici du côté flamand, des socialistes. À côté de cela, M. Laby parlait très très bien néerlandais, donc là c'est dommage qu'il le perde. Mais par contre, il avait beaucoup de mandats, je prends ses 54 mandats auparavant, et puis peut-être une vie privée à retrouver, moins d'exposition médiatique. C'est une des raisons pour laquelle il ne s'est pas battu à ce point-là pour avoir un siège, pour avoir un poste ou une place sur une liste. C'est certainement une des raisons, parce qu'il l'a toujours annoncé comme ça. Il y en a sans doute une autre, c'est qu'effectivement les places sont chères à Liège et qu'on l'a pas vu venir avec un grand plaisir en demander une, mais qui n'a pas demandé. Et puis je voudrais dire que c'est pas une perte non plus pour le PS en tant que grosse machine à voix. Il n'en a jamais fait, il n'a jamais été élu, donc on ne peut pas dire maintenant le PS se perd d'un bon argument électoral, peut-être d'un argument, mais pas d'un faiseur de voix. D'ailleurs, il est moins populaire qu'il n'y paraît, puisque Béatrice vient encore de l'appeler Pascal. Rien que dans le soir, on l'a appelé Jean-Philippe. Non, je l'appelais Jean-Pascal. Enfin bon, dans le soir, on s'est trompé 2 fois. On a appelé une fois Pascal, une fois Jean-Philippe. Ça n'a pas de grande importance. On parlait des noms il y a 2 minutes, pas des prénoms. Mais c'est vrai que pour résumer, le PS n'a pas besoin de figures de proue. Ils en ont plein. Ce qu'ils ont besoin, c'est de ramener un petit peu les brebis qui pourraient aller s'égarer, et qu'il fallait un homme de réseau qui remobilise les piliers. Moi, je continue à dire que ça pose un questionnement sur le poids des piliers qui ont à la fois un rôle dans la société et dans la distribution d'un certain nombre de prestations, et une force et un poids politique, parce que forcément, les affiliés, ça les influence. C'est ça que ça remet au goût du jour aussi. Moi, je voulais juste de façon très courte dire, à la fois, on ne saura jamais s'il pouvait être populaire ou pas, et quelque part, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il ne se frotte pas à la machine électorale, ce qui le prive d'une légitimité populaire derrière, parce qu'il ne pourra pas être 2 fois ministre sans être passé
passer par la case élection. Ensuite, moi je continue quand même à penser, je vais fâcher de nouveau M. De Meyer s'il est devant sa télévision, qui est le patron de la fédération liégeoise, c'est que je pense qu'à un moment donné, il n'a pas insisté pour être sur les listes, et c'est vrai, mais je pense qu'il aurait été très emmerdant de placer sur une liste à Liège, parce qu'il aurait fallu faire des choix, et que ce qu'il a dit à certains moments à la fédération liégeoise n'a pas beaucoup plu, et que le parti n'a pas osé l'imposer. En tout cas, ce qui est sûr, et ce qu'on sait, même si on n'a pas tous les insights, donc toutes les communications internes et privées au sein du PS, c'est qu'on sait en tout cas une chose, c'est qu'il y a une rivalité au PS liégeois, et que Labi et De Meyer n'étaient probablement pas sur la même ligne. Donc, même s'ils avaient voulu ne pas communiquer là-dessus, il est clair que la presse n'a parlé quasiment que de ça. Autre actu fort commentée, la carte de géographie des préjugés mise en ligne par enseignant.be comme outil pédagogique. Alors sur cette carte, on situe le Maroc comme le pays des marloufs, la Wallonie les chômeurs, la Flandre les fachos, la Pologne four à juifs. Ça n'a pas plu ni au Mrax ni à l'artiste lui-même qui estime qu'on n'a pas encadré le message de, j'allais dire, la nécessaire mise en perspective. On écoute une réaction. Cette carte, en tout cas, nous l'avons diffusée dans un but pédagogique. Il manque extrêmement de pédagogie, puisque cette carte a été balancée sur Facebook sans nul autre mot d'explication. C'est une œuvre d'art, et c'est une œuvre d'art a pour vocation de faire débat. Ce qui me désole simplement, c'est qu'il n'y ait pas de mise en contexte et qu'il n'y ait pas d'encadrement simplement par rapport à ça. Cette carte, elle est diffusée depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, et ça fait 2 ans que les enseignants l'utilisent dans leur classe pour déconstruire les préjugés, les stéréotypes avec leurs élèves. Ces explications sont venues a posteriori. Enseignant.be, donc le site internet où le responsable que vous avez entendu en premier lieu, là, a même dit on a trouvé amusant de jouer avec ça. Et nulle part, Pierre, dans le message qui accompagnait cette carte sur Facebook, il était dit voici un outil pour lutter contre les préjugés. Il a simplement été dit vos élèves ne s'en sortent pas en géographie. Cet outil devrait faire plaisir à tous les collègues. Oui, donc il y a un peu un mélange des genres. On parle à la fois là-dedans d'œuvres d'art, d'humour, on devrait dire, parce que c'est une carte humoristique, on va dire, etc. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on parte des clichés parce qu'ils existent, justement, ils sont là de partout. J'allais dire au café du commerce, j'espère que les jeunes ne sont pas au café tout le temps, mais dans les cours de récré et tout ça. Donc, moi, j'aurais mis plutôt plombier polonais que four crématoire. Mais enfin, je veux dire, il y a moyen de partir de ce qu'on a dit, de ce qu'on entend partout, pour situer des pays, des peuples, et déconstruire ces clichés. Mais alors, ils auraient mieux fait de me le demander, j'aurais pas pris très cher pour en trouver quelques-uns, que partir de ça qui était beaucoup plus que ça, quoi, beaucoup plus drôle. Voilà. Je m'exprime mal, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que tout n'est pas de bon goût, tout n'est pas de bon goût dans cette carte. Je crois qu'il faut juste rappeler 2 choses. Un, en démocratie, on a quand même le droit d'utiliser des propos qui choquent, qui heurtent pour faire avancer un certain nombre de débats. Il faut juste vérifier s'il y a une intention d'appeler à la haine et à la discrimination. Et comme l'intention de l'artiste est exactement contraire de ce qu'il dit, il n'y a pas de raison de le mettre en cause. Et deuxièmement, c'est intéressant sur la lutte contre le racisme. C'est un peu comme pour le chômage, comme dirait l'autre, on a un peu tout essayé. Et donc moi, je suis un peu gêné même si tout n'est pas de bon goût, qu'on tape sur tous ceux qui essayent de faire autre chose que le message habituel. La discrimination, c'est pas bien, la haine, c'est mal. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi ce truc ne pourrait pas être utilisé comme support pédagogique ? On analyse chacun des stéréotypes et on rentre dedans. Si le politiquement correct ne marche pas, essayons le politiquement incorrect, ça peut... C'est comme la sécurité routière, je pense qu'il faut y aller à l'arme lourde et que ça permet, c'est tellement énorme que ça permet l'ironie, la déconstruction. Mais pourquoi pas ? Ça serait intéressant de le mettre en ligne si on avait la certitude que quand on clique sur Bonasse blonde, prenons ce que je vois ici en grand, que je sais lire. Blondasse blonde. Bonasse blonde, excuse. Bonasse blonde. Donc oui. Si on clique là-dessus, qu'on arrive alors à quelque chose qui est l'autre explication. Je trouve que c'est un outil qui ne peut être diffusé de façon large via le net, parce qu'en classe, le prof est là pour cadrer. Ici, l'intérêt, c'est justement qu'on offre une espèce de deuxième lecture, parce qu'on va faire un tour plus vers l'Ukraine et un peu audacieux, mais on remarque aujourd'hui que la connaissance de l'histoire est fondamentale, en fait, pour que les gens comprennent pourquoi les peuples en viennent à faire des guerres, pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi à certains moments Hitler décide à un moment donné de créer des fours crématoires. Il y a une perspective historique qu'il faut rendre. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que des enseignants soient outillés pour expliquer ce qui se passe en Ukraine. Or, c'est fondamental. Oui, d'ailleurs, la place de l'Ukraine sur la carte, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Oui. Mais par ailleurs, ce qui est très juste. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'à la place de parler de ces préjugés, il y avait peut-être d'autres priorités historiques en tout cas, l'enseignement de l'histoire est fondamental. Dans les classes, Christophe ?
Oui, en tout cas, je ne connaissais pas enseignant.be. Je ne sais d'ailleurs toujours pas très bien ce que c'est, mais bien joué. Hein, bien joué de la part d'enseignant.be. Et pour se faire connaître, tu veux dire? Oui, pour se faire Je ne pense pas connaître. qu'il ait fait exprès. Il ne pensait pas que ça buzzerait comme ça. Cette carte circulait depuis un an sur les réseaux sociaux. La manière dont un buzz se fait aussi, comme les caricatures danoises du prophète, etc., c'est aussi un aspect intéressant de. C'est une idée technique. On s'est amusé du temps de Reagan et puis de George Bush père aussi à dessiner le monde vu par le président des États-Unis. C'était très drôle aussi. Où il y avait aussi les mangeurs de grenouilles. Maintenant, je crois qu'il y a quand même, quand on écoute les ados aujourd'hui, etc., et les gens ont des termes qu'ils utilisent pour caricaturer ou pour désigner des populations. Et on est très mal à l'aise parce que j'avais une conversation récente sur ce thème-là en disant bon, on peut quand même dire ça pour cela. Mais moi, ça me gêne. Moi, je trouve que non, on ne peut pas le dire. Parce qu'à un moment donné, on cliché la personne dans ce qu'on veut quand même plus ou moins sous-entendre. Certains estiment que quand on répète... Mais oui, donc il faut faire très attention aux dénominations. Donc la carte ici, elle validerait un peu les dénominations racistes un peu faciles, genre on n'appelle plus les gens par leur identité. D'autres disent que c'est pas des enfants à entendre ça. Vous avez des enfants, est-ce que ça, un cours, les parents, on serait content d'entendre que dans une classe, pour reprendre l'argument du Mrax, on dise la Pologne fourre à juifs. Est-ce que ça, c'est quand même une façon d'enseigner, Christophe? Non, bien sûr que non, ça ne représente rien, mais c'est pas les Polonais, c'est quand même pas du tout de la faute des Polonais. Enfin, il y en a quelques-uns qui étaient complices. Enfin bon, non, c'est n'importe quoi, c'est grotesque. Et je trouve qu'effectivement, comme pour Laurent Louis, ça suffit comme ça, quoi. Arrêtons de parler de ça. Enfin, moi, mais qu'on serve de point de provocation. Et Pierre et vous, quand vous faites vos spectacles, il y a un point de départ qui est un parti pris très provoquant. Je trouve que le pédagogue, si derrière il assume sa mission, il peut y aller à un moment donné, parce qu'il faut tellement provoquer les gens. Il faut parier sur l'intelligence des gens. C'était la vision initiale de l'artiste, c'est comme Pierre le signale, c'est un préjugé qui a une base de débat, et c'est pas pour ça qu'on prend fait et cause pour ces appellations. Oublions la carte, mais retenons qu'il faut enseigner l'histoire. C'est très intéressant en Corse, sur les clichés. Et les Corses étaient extrêmement fâchés qu'on les traite de susceptibles. Ouais, c'était très drôle. Donc la susceptibilité par l'absurde. C'est ce que Christophe fait. Hein, je veux dire, je pense que c'est ce qu'il va refaire dans son livre, si je peux me permettre. Mais ce qu'il a fait quand il va d'un côté à l'autre et qu'il donne des statistiques derrière les clichés, c'est nous donner du... Il faut parier sur l'intelligence des gens. Tout le monde est capable de prendre un produit et de le contextualiser. Donc, il va falloir maintenant passer à la suite. C'est l'heure de la revue de presse décalée d'Alex et son poisson Sigmund qui pêche de vraies infos dans la presse et se dépêche d'en rire. Alex et Sigmund, c'est parti. C'est triste. La mort du réalisateur du film Un jour sans fin. C'est triste. La mort du réalisateur du film Un jour sans fin. Oh, c'est triste. La mort du réalisateur du film Un jour sans fin. Apparemment, on serait confronté à une nouvelle vague d'ovnis. Il y a une photo. C'est vrai que c'est intriguant. Bipost a un nouveau patron. Il va être payé 650 000 €. Ça va jaser. Peut-être que pour faire plaisir au syndicat, il faudrait le payer en timbre. Maintenant, les enfants, ils peuvent porter soit le nom de la mère, soit le nom du père, soit les deux. Bon, Christine Boutin, l'ancienne ministre française, elle s'est mariée avec son cousin. Donc le petit, il peut s'appeler Boutin, ou Boutin, ou Boutin-Boutin, ou Boutin-Boutin. Ça fait beaucoup de boutins. Ça, c'est rigolo. Les gérants de Peridaisa envisagent de projeter du porno pour pandas, histoire de les inciter à se reproduire. Si ça fonctionne, les administrations wallonnes diffuseront aux fonctionnaires des vidéos de gens qui travaillent. États-Unis, des milliers de soldats en moins pour l'armée américaine. Les États-Unis veulent faire des économies sur l'armée, ils veulent plus faire la guerre. Et les Allemands, revenez, ils veulent plus se battre. Allô papy, est-ce qu'il te reste ces jolies bottes en cuir que tu portais en 42? En 42, pas la pointure, l'année 1942. Aux États-Unis, une Amish est devenue top modèle. Elle va peut-être se présenter à un Amish Univers. Peut-être, on ne sait pas. Plan du survol des avions à Bruxelles, Evelyne Heutebroek a dit... C'est trop bon. Ah, c'est la meilleure blague que j'ai faite aujourd'hui. C'est triste. La mort du réalisateur du film Un jour sans fin.
C'est comme quoi, dans cette revue de presse un peu décalée, on peut aussi rire des clichés, bien sûr. Merci à vous d'avoir participé à cette émission ce matin. La suite, c'est le nom du père ou le nom de la mère, avec deux politiques. C'est dans un face-à-face, tout de suite. Petit parti, grandes idées, ce sera le thème de notre débat de mise au point dans quelques minutes. Mais d'abord, retour sur une petite révolution qui se prépare avec un face-à-face entre Karine Lallieu, députée PS, et Armand Dedecker, sénateur MR. Bonjour. Les parents pourraient bientôt choisir non seulement le prénom de leur enfant, mais aussi son nom, celui du père, celui de la mère, ou alors les deux, dans l'ordre qu'ils choisissent. Alors, Karine Lallieu, la Chambre s'apprête à voter ce texte. La tradition à la poubelle, abat la discrimination séculaire entre père et mère? Oh, ici, c'est l'évolution de la société. Ça traduit une évolution de la société. Et qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est dire à un moment donné, la réalité, c'est que l'enfant a une double filiation. Le papa et la maman, et que le nom peut traduire cette double filiation, et nous offrons un choix aux parents, une liberté supplémentaire aux parents, c'est-à-dire qu'on leur dit, demain vous pourrez transmettre le nom du papa, le nom de la maman, ou le double nom de famille, dans le sens que vous le voulez. Et tout ça donc, c'est au une nom vraie de l'égalité liberté. des sexes. C'est l'égalité des sexes, mais c'est aussi une liberté, une évolution qu'il y a partout en Europe. Je voudrais rappeler d'ailleurs qu'il n'y a plus que 3 pays européens qui ne permettent pas ce choix, c'est-à-dire la Belgique, l'Italie et la Suisse. Et qu'en plus, il faut le rappeler, il y a un arrêt récent de la Cour de justice européenne qui nous dit « Votre loi est illégale, il faut permettre la transmission plus large du nom de famille. » Donc nous répondons aussi à une contrainte européenne. Et nous devons répondre à cette contrainte. Armand Dedecker, vous avez déclaré dans la presse, c'est la dictature du modernisme. Est-ce qu'on va trop loin au nom de l'égalité des sexes? Mais je le pense en partie, oui. Je crois que l'égalité des sexes est une évidence et qu'il faut y répondre et que la société évolue de cette manière et c'est fort bien comme ça. Le tout est de savoir comment on le fait. Et ici, dans la formule qui est discutée à la commission de la justice, on permet donc de choisir le nom du père, le nom de ou le nom de la mère, ou d'associer les deux noms dans l'ordre que l'on veut. Et c'est là que je commence à crier casse-cou, parce que ça va être horriblement compliqué. Et puis vous dites qu'il n'y a pas de demande sociétale. Non, il n'y a pas de grande demande sociétale pour cela. Non, on voit, la loi existe en France depuis 2005. Et 85% des enfants gardent le nom du père pour le moment seul en France. C'est une liberté. Mais je ne suis pas contre la liberté ou contre le principe de permettre d'accoler les deux noms. Moi, ce que je préconise, c'est le système espagnol. Pourquoi le système espagnol? Parce que lui, il associe d'office le nom du père d'abord et de la mère, mais on les associe toujours, et ça s'arrête à la génération suivante. Tandis qu'avec le système que vous avez conçu... C'est pas moi qui l'ai conçu, Monsieur Dedecker. Il faut rappeler, et j'aimerais bien rappeler... Il y a un projet du gouvernement, mais il y avait une proposition de loi. C'est un projet du gouvernement d'une ministre libérale qui est passé et qui a eu l'accord de tout le gouvernement, dont vos vice-premiers ministres. Ça fait 15 ans qu'il est sur la table. Ça fait 15 ans qu'il est sur la table, ça fait 15 ans qu'il y a des débats. Ici, le gouvernement s'est mis d'accord, le Conseil d'État a réagi et elle a dit il faut faire cette évolution. Et je rappelle aussi que votre propre parti a voté en commission de la justice. Selon vous, Armand Dedecker est un indécrottable macho, trop conservateur. Oh, je vais pas oui, conservateur, oui. Je pense qu'il a quand même dit que c'était une folie furieuse dans la presse. Oui, ceci est une folie furieuse. Mais vous m'avez toujours pas donné l'occasion de dire pourquoi. Il nous a traités avec beaucoup de mépris, en disant que un peu tous les députés, les maires aussi d'ailleurs, étaient des sots, couraient des poules qui courent sans tête. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi. Allez, réaction d'Armand Dedecker. Folie furieuse, Armand Dedecker, pourquoi? Folie furieuse parce que cela donne ceci à la première génération qui suit, les parents ont le choix de 4 noms. Ouais. Et la génération suivante, à la 10e, c'est 10 possibilités. C'est trop, avec trop compliqué. 10 possibilités différentes. Comment voulez-vous qu'ensuite, un échevin de l'état civil, une administration de l'état civil, alors je vais vous répondre. Les notaires, je vais vous répondre, comment voulez-vous même, attendez, comment voulez-vous que vous retrouviez
le nom de votre arrière-grand-père. Alors, monsieur, je peux vous dire que ça sera très compliqué. Monsieur Et il y a simplement, je dis là-dedans, au-delà de la nécessité de répondre à l'égalité des sexes, donc c'est normal, moi j'aimerais bien avoir pu porter le nom de ma mère en plus du nom de mon père, ça aurait été formidable, et je trouve que ça c'est bien, et que ça passe de génération en génération en génération, ainsi, chaque fois, du père direct et de la mère directe, mais pas commencer à faire des choses de cette nature, parce qu'à un certain moment, on ne sait plus d'où on vient. Et vous savez ce qui se passera. Comme l'a dit Alain Berenbaum dans Le Soir hier, ça finirait... Alain Berenbaum qui le dit. Un numéro, finalement. Je vais vous donner la référence. Est-ce que c'est pas trop compliqué? C'est vrai qu'au bout d'une génération, il y aura 10 choix possibles. C'était le choix du gouvernement. Vous saviez que j'aurais préféré, effectivement, qu'il y ait l'obligation du double nom de famille. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a le plus grand professeur de droit familial, monsieur Jean Germain, de l'UCL, un professeur émérite, donc pas un jeune professeur fougueux, qui dit qu'il faut totalement dédramatiser cette proposition de loi. À l'ère de l'informatique, il dit que c'est stupide, je reprends ces mots d'hier, que c'est tout à fait stupide d'alarmer comme ça les parents. Les généalogistes n'auront pas de problème, ils n'ont pas de problème dans des dizaines d'autres pays européens. Les notaires n'ont jamais eu de problème. Vous savez qu'en Angleterre, vous pouvez donner le nom de famille que vous voulez, qui n'appartient même pas à votre papa ou même pas à votre maman. Comme la plaque d'immatriculation. Oui, et il n'y a pas de problème de succession. Il n'y a pas de problème familiaux. Ne dramatisons pas et n'essayons pas d'opposer les hommes et les femmes ou d'inventer des conflits au sein de la famille. Alors je vais répondre. Alors je vais répondre sur le plan psychologique, aux psychiatres. Vous savez vu ce que les psychiatres et les psychologistes... C'est pas quand même la psychiatrie, le nom de famille. Vous avez vu ce qu'ils ont écrit à l'occasion de ce débat. Ils ont écrit qu'il est important, étant donné que chacun sait qui est sa mère, puisqu'on sort du ventre de sa mère, qu'on peut supposer qui est le père. Souvent on le sait, et tant mieux pour les familles et la paix familiale, franchement. On le sait. Mais parfois, on ne le sait pas vraiment. Bon. Et beaucoup de papas reconnaissent leurs enfants. Associer les deux noms est important. Parce que je crois qu'être père... La seule façon d'être père, c'est de porter le nom de l'enfant. Oui, donc si je comprends bien, Armand Dellecker, vous auriez préféré, si je comprends bien, un système où on associe les deux noms. Une seule possibilité, à savoir le nom du père et ensuite celui de la mère. C'était la proposition socialiste, monsieur Dellecker, mais je suis une ministre libérale. C'était la proposition socialiste. Vous aviez préféré, finalement, la proposition, c'est plutôt de donner le choix aux parents. C'est important, ça, de donner le choix? C'est une liberté supplémentaire et c'est le choix aux parents et c'est le choix surtout du gouvernement. Donc je suis le choix du gouvernement. Nous en discutions depuis près de 14 ans au Parlement. Il n'y avait pas de précipitation. Et donc à un moment donné, une majorité, monsieur Dellecker, s'est dessinée au gouvernement. Et donc je suis le gouvernement. Ça va venir au Sénat, bien sûr. Pas les deux à la fois. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que évidemment, il ne faut pas opposer les papas et les mamans dans ce débat-ci. Évidemment, il ne faut pas l'opposer. Et je crois que le papa donnera toujours son nom et c'est très bien ainsi. Mais il ne faut pas réduire non plus le père à son nom. Un père aujourd'hui, c'est quoi pour moi? Un père, c'est un père qui est à côté de l'enfant, qui éduque l'enfant, qui est à côté de la maman, qui suit l'enfant tout au long de la vie. Et c'est ça qui est remarquable. Karine Lallieu, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que ça ne risque pas, dans certains couples, de mener à des disputes, quoi? Alors, écoutez, je ne le pense pas. Mais il m'a posé une question, je vais répondre à sa question. Vous allez répondre à mon question. Il est évident que, déjà, le choix du prénom n'est pas toujours facile. Ici, on va ajouter des choix du nom de famille avec 10 possibilités. Vous pensez... Non, une tension. Ou bien, très vite, on va dire, ils ne sont pas d'accord, donc ce sera... On va pousser au divorce, c'est ça que vous dites. Non, mais avouez que c'est un curieux climat dans un couple qui naît, qui va avoir un enfant et qui part tout de suite sur des problèmes comme ça. Vous pensez que le choix, par exemple, le choix d'une école... Et les familles recomposées. Monsieur Dellecker, il faut vous respecter un minimum l'un l'autre. Karine Lallieu répond rapidement. N'essaye pas de laisser parler la femme. Monsieur Dellecker, vous pensez vraiment que dans une famille, le choix d'un prénom, c'est important, le choix d'éducation, c'est important. Vous pensez qu'il n'y a pas un dialogue entre les parents? Et justement, la loi a prévu, vous ne voulez pas prendre de décision tout seul, eh bien, la loi décide pour vous et on donnera le double nom immédiatement. Moi, je crois que les parents sont beaucoup plus matures que ça. Encore une fois, on n'enlève le droit à personne. On n'enlève pas un droit au père. On n'oblige pas la situation. On n'oblige pas
de transformer. On n'oblige pas le double nom de famille, on dit simplement on vous donne une liberté, mais on répond à une réalité sociétale. Rapide réplique de Armand de Decker. Et à une double filiation. Tentons de rendre la vie de nos concitoyens plus facile. Moi, je considère que quand on est élu pour ça, on n'est pas là pour compliquer la vie des gens. Ceci va considérablement compliquer la vie de nos concitoyens, inutilement, comme vous le dites. Parce que la seule chose qui est recherchée, et qui doit l'être, au nom du droit européen, c'est l'égalité homme-femme, eh bien faisons-le en associant simplement le nom du père ou de la mère à chaque génération. Mais quand ça viendra au Sénat, auprès de votre vice-premier ministre, M. Renders, pour qu'il plaide ça. Une dernière question à tous les deux. Karine Lallieu, sans vouloir être indiscret, vous portez le nom de votre père. Je porte le nom de mon papa, oui. Est-ce que vous auriez aimé préféré porter le nom de votre mère? Votre choix, ça aurait été quoi? Ce n'est pas une préférence. J'aurais aimé porter les deux noms parce que j'ai une double filiation, c'est-à-dire Lallieu-Lachmann. C'est en plus un papa wallon, une maman flamande. Et vous, Armand de Decker? Moi aussi. Vous auriez préféré porter les deux noms, celui de votre père et de votre mère? J'aurais préféré porter les deux noms. Ben voilà, là-dessus, vous êtes d'accord? Mais bien sûr. Mais c'est au-delà, à la 2e, 3e, 4e, 10e génération que tout ça va morceler. Pas du tout. Très bien. Allez, on a compris. Merci à tous les deux pour ce face-à-face. On va parler maintenant des petits partis. Ils semblent séduire de plus en plus, si l'on en croit les sondages. Petits partis, grandes idées, c'est la question qu'on pose dans Mise au point. Ils ont la cote, selon les derniers sondages. Les petits partis pourraient bien venir bousculer les grandes formations politiques le 25 mai prochain. Amènent-ils de l'oxygène et des idées nouvelles? Qu'ont-ils réellement dans le ventre? Leurs propositions sont-elles crédibles et réalistes? Les partis traditionnels se sentent-ils menacés? On en parle ce midi en direct avec nos invités. Du côté des petits partis, Michael Modric-Amen, il a été l'avocat des petits actionnaires de Fortis. Il a créé le Parti populaire il y a quelques années et il en est le président. Marco Vanès, l'une des éminences grises du PTB, il est agent du fisc. Il a écrit plusieurs ouvrages très critiques sur notre régime fiscal. Vincent de Crolly, ancien député écolo, il a quitté la politique il y a une dizaine d'années avant de faire son retour il y a quelques semaines à peine en créant Vega Rouge et Vert. Marouane El Moussaoui, ancien assistant parlementaire, il est l'un des fondateurs du parti Pirate. Et puis du côté des partis traditionnels, Denis Ducarme, député fédéral MR, Rachid Madran, secrétaire d'État au sein du gouvernement bruxellois PS, Christos Zoulkiridis, également secrétaire d'État au sein du gouvernement bruxellois écolo, Maxime Prévost, bourgmestre de Namur, chef du groupe CDH au Parlement wallon. Êtes-vous tenté de voter pour un petit parti? Que pensez-vous de leurs idées? Vous pouvez bien évidemment réagir tout au long de ce débat et vous le faites déjà beaucoup depuis hier, par mail, mise au point rtbf.be, par SMS au 6020, sur Twitter en utilisant le hashtag MAPRTBF ou encore sur notre page Facebook. Puis une petite précision importante avant de commencer, on a reçu déjà beaucoup de mails, il y a une multitude de petits partis, c'était impossible évidemment de tous les inviter, à moins d'être 20 sur ce plateau et d'avoir 30 secondes par invité, ce qui aurait été évidemment stupide. Mais l'RTBF, je vous rassure, si vous êtes partisan d'un petit parti qui n'est pas représenté, l'RTBF a prévu toute une série de débats pendant la campagne électorale. Tous les petits partis démocratiques auront donc l'occasion de défendre leurs idées. Pour lancer ce débat, je me tourne vers vous, Michael Modric-Amen. Le Parti populaire critique allègrement le système. Mais en fin de compte, est-ce que vous ne rêvez pas d'en faire partie ? Tout d'abord, est-ce que nous voulons faire partie? Nous voulons participer au système politique pour évidemment le changer de l'intérieur. Nous ne sommes pas révolutionnaires, donc nous sommes des démocrates. Ça, c'est très clair. Maintenant, question qu'il faut poser, est-ce qu'un parti comme le nôtre, qui est crédité de 6% dans l'intention de vote, qui a 130 sections locales, doit être encore appelé petit parti? Vous préférez quoi? Parti émergent? Parti émergent, dès lors que le CDH ou Écolo sont à 10%, nous sommes à 6%, il y a 4 points d'écart. Eux, c'est 10%. Sont établis. Vous, c'est que des sondages, hein, pour l'instant. Des sondages, mais en tout cas, l'émergence. Donc, cessons de parler des petits et des grands. Parlons des formations existantes déjà représentées, et puis de l'air frais qui est en train d'arriver, parce qu'il y a une aspiration citoyenne très claire. Et donc, le système, vous voulez rentrer dedans, ou bien vous voulez le changer, le bousculer? Mais nous voulons à la fois rentrer dedans et bousculer. Nous voulons le réformer en profondeur parce que nous estimons que la particratie, ça doit être terminé. Avec un exemple, par exemple, sur le système lui-même, le recours au référendum, demander la parole, donner la parole aux citoyens. Ça, c'est pas très original. Le MR et Écolo le demandent aussi. Oui, mais ils ne le pratiquent pas.
Donc, mais nous estimons que sur une série de questions, on parlait par exemple le changement de nom tout à l'heure, ou l'entrée de la Turquie, ce genre de choses, dans l'Europe, ce genre de questions, est-ce qu'il ne serait pas bon de poser enfin la question aux citoyens par le biais du référendum? La gare Calatrava à Mons, qui a coûté une fortune, est-ce qu'il n'aurait pas fallu poser la question au Montois de savoir s'il voulait une gare qui coûte 150 millions d'euros? Plus de participation du citoyen. Ça, c'est le système. D'accord. Et puis il y a le fond, il y a le programme et autres, mais nous pensons que le système doit être réformé en profondeur. Marco Vannet, certains disent du PTB d'aujourd'hui que c'est un habit neuf sur de vieilles idées. Est-ce que le PTB n'avance pas, en quelque sorte, masqué dans cette campagne? En tout cas, le PTB a toujours eu un point d'honneur à faire ce qu'on appelle chez nous la révolution. Le rapport rue, conseil rue, et si on est au Parlement, on veut faire le même principe. Et donc c'est quoi? C'est de ne pas fonctionner en vase clos comme le font les partis traditionnels qui restent au niveau du Parlement, qui éventuellement prennent leurs ordres au niveau de l'Union européenne. Et le PTB, la différence, c'est qu'on va dans les luttes sur la rue, sur le terrain, et qu'on rapporte ces luttes avec des revendications précises. La question, c'est que vous avez des habits très modernes, souriants, voilà. Mais quand on regarde le manifeste sur votre site internet, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. Écoutez, si le PTB a autant de succès aujourd'hui, c'est justement parce qu'on vient avec des idées qui permettent de rompre le consensus mou des partis traditionnels, y compris des partis qui se disent de gauche et qui ont abandonné les valeurs de gauche, les valeurs de la charte de Carnion, etc. Et donc je vois qu'aujourd'hui, les idées du PTB qu'on a défendues sur le terrain depuis des années, eh bien même certains partis traditionnels nous rejoignent. J'entends au Parlement un député CDH qui cite le site du PTB et Raoul Edebo pour défendre la suppression des intérêts notionnels. Nous, depuis 2005, on défend la suppression des intérêts notionnels. Vous l'avez dit, écrit plusieurs livres contre ces intérêts notionnels. Aujourd'hui, je vois que le CDH arrive sur la position du PTB. Donc je dis, voilà, on a fait du bon travail, du travail de conscientisation. Moi, j'ai fait 150 débats et formations sur la question de la fiscalité, sur le terrain, chez les gens, dans les syndicats, dans les associations. Et les traditionnels ne font pas ça, ils ne sont pas sur le terrain. Je constate que sur les intérêts notionnels, où je pourrais citer l'exemple de la TVA, où on a récolté des milliers 200 000 signatures pour une TVA à 6% sur l'énergie. Voilà, on a mené ce combat depuis des années. On était dans les rues pour avoir. On a compris que vous faites un travail de terrain. Mais la question, c'était est-ce que vous ne rêvez pas encore de Marx et Lénine? Alors, une question d'actualité. On sait que la Russie a déployé des troupes en Crimée. Est-ce que vous approuvez la position de la Russie? Non, je n'approuve pas la position de la Russie, mais ce que je constate par rapport à la politique internationale, c'est qu'on a comme ça une vision, en tout cas les partis traditionnels, parfois même certains journalistes, mais bon, on a comme ça une vision un peu caricaturale. On a d'un côté les gentils, les démocrates, c'est ceux qui soutiennent l'Union européenne. Mais est-ce que la Russie va se retirer de Crimée? C'est ça la question. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire en Ukraine? Non, évidemment que non. Ok. Vincent Ducrolli, vous avez claqué la porte d'Écolo. Plusieurs années après, vous venez de fonder Vega. Qu'est-ce que vous apportez de neuf dans le paysage politique? Je pense que ce que nous apportons de neuf aujourd'hui à Vega, c'est une vision de la société qui est beaucoup plus participative, qui part beaucoup plus de ce que les gens ressentent et vivent. Une vision aussi de la politique qui participe d'un goût de la politique, d'un goût du débat, d'un goût de la confrontation, alors que nous sommes, je pense, avec les partis traditionnels, dans une logique de communication avant d'être une logique d'action. Nous sommes pour l'action, nous sommes des gens qui réfléchissent, nous sommes des citoyens qui s'engagent et nous voulons le faire de façon constructive mais radicale.